Le zébu, son corps longiligne surmonté de sa bosse, en fait un animal adapté aux chaleurs extrêmes. L'homme a su apprivoiser son ancêtre sauvage pour le transformer en ce compagnon au long cours, taillé pour les grandes migrations. Parti à nos côtés à la conquête des zones arides à travers le monde, le zébu nous montre que ses capacités d'adaptation sont presque sans limite. Il y a 18 millions d'années, vivait dans les forêts d'Eurasie un petit mammifère discret et solitaire. De l'Europe à l'actuel Pakistan, il aimait paître dans les clairières humides et les marais à l'orée des bois. L'animal ressemblait aux plus petites antilopes d'aujourd'hui. Cette mini-bête à cornes s'appelle Eutragus. Elle est l'ancêtre commun d'une famille aujourd'hui célèbre, les bovidés. Les populations de cette mystérieuse créature évoluèrent au fil du temps pour s'adapter aux différents milieux naturels du monde. Elles donnèrent naissance, il y a 5 à 10 millions d'années, à une vingtaine d'espèces. L'homme en choisit certaines pour les domestiquer et lie alors son destin à cette incroyable famille animale. C'est ainsi que zébu, yak, buffle d'eau et bœuf virent le jour. Le Thar, à l'est du Rajasthan indien, est un immense désert de 200 000 km². Ici, à longueur d'année, à l'exception de la saison des pluies, tout est grillé par le soleil. Peu d'animaux et de plantes parviennent à vivre dans cet environnement pauvre et sablonneux. Pour survivre, hommes et troupeaux doivent l'arpenter quotidiennement en quête de la moindre touffe d'herbe. Les Marwaris, membres d'une ancienne tribu devenue caste d'éleveurs, ont conservé un mode de vie adapté au désert. Govardhan est l'un d'eux. Ces animaux sont des zébus ratis, un fier bétail à la robe variant du blanc au brun noir, parfois tachetés ou uniformément rouge-feu. Ils ont la peau lâche, la bosse aiguë et de petites cornes relevées. Nous sommes liés aux zébus depuis longtemps. Ce lien persiste de génération en génération depuis des centaines d'années. Nous les élevons comme nos propres enfants. Et en retour, ils prennent véritablement soin de nous. Pour Govardhan, accompagner ses bêtes à la recherche de nourriture, c'est assurer la survie de sa propre famille. Élever des zébus, c'est très important. C'est notre gagne-pain. Nous leur donnons à manger et les femelles, elles, nous donnent du lait. Et grâce au lait, nous gagnons notre vie. Nous avons besoin l'un de l'autre pour survivre. Nous resterons liés dans le futur. J'élève des zébus ratis parce qu'ils ne ressentent pas beaucoup la chaleur. Ils peuvent survivre dans les dunes de sable. Ils peuvent supporter le soleil dur. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau ou de médicaments. Ils ne mangent pas ce qui est mauvais pour eux et donc, ils ne tombent pas malades. Les noms de mes zébus sont Belle, Soie, Villageoise, Beurre, Rouge. Rouge est ma préférée. C'est elle qui me donne le plus de lait. C'est pour ça que je l'aime. La morphologie de l'animal témoigne de cette adaptation à la chaleur, à la sécheresse et aux disettes fréquentes dans ces conditions de vie austère. La bosse adipeuse est le premier atout du bovidé. Comme le dromadaire,
Cette réserve de graisse, source d'énergie, lui permet de survivre en terre hostile. Les replis de la peau présents sous la gorge et le ventre offrent également à l'animal la capacité de thermoréguler son organisme. En augmentant la surface de son corps en contact avec l'air et en agitant ses longues oreilles et ses replis de peau, l'animal se rafraîchit, comme le font les éléphants. Tous les soirs, Govardhan ramène ses bêtes chez lui au village de Kalassar, où l'attendent son épouse et toute sa famille. Sur ces terres désertiques, il est bien difficile pour ces éleveurs-cultivateurs de vivre de leur récolte. Et cette année, elle s'annonce une fois encore bien maigre. Heureusement, les Marwaris peuvent compter sur le zébu. L'animal leur fournit tout, à commencer par les 5 produits phares du quotidien indien. Le lait, le beurre, le ghee ou beurre clarifié, l'urine et la bouse. Le zébu est une affaire de famille. Geta, femme de Govardhan et paysanne, en est le pilier. Notre famille entière se rassemble autour et avec le zébu pour travailler. C'est ensemble que nous lavons les zébus, faisons la traite, préparons le fourrage et donnons à manger. Nous le faisons tous ensemble. Nous devons le faire. Sinon, comment le travail serait-il effectué? Un homme seul ne peut pas le faire. Toute la famille doit le faire. Qu'est-ce qu'un homme peut faire seul? Sa viande n'est pas consommée, mais pour le reste, tout est bon dans le zébu, à commencer par les produits issus du lait. Mais aussi sa bouse, qui une fois séchée sous forme de galette, sert de combustible pour la cuisson au choula, le four de cuisson extérieur. D'innombrables vertus sont aussi prêtées à son urine. Elle est notamment employée pour produire des médicaments, de l'engrais et contiendrait même de l'or. Cette dépendance aux zébus renforce la sacralité de l'animal. Il est choyé et vénéré. Oui, le zébu est comme Dieu pour moi. Nous prions au zébu. Le zébu est notre mère. Bien sûr, nous sommes protégés. Nous récoltons les bénéfices de nos prières. Aimer le zébu est une vertu. C'est grâce aux zébus que nous pouvons survivre. Qu'aurions-nous fait sans les zébus? À 400 km au nord-est du Rajasthan, l'État d'Haryana, aussi appelé grenier de l'Inde, doit la fertilité de son sol à l'un des plus grands fleuves d'Asie, l'Indus. Sa vallée, à l'instar de celle du Nil en Afrique, fut le berceau d'une civilisation unique, la civilisation arapéenne. Du néolithique à l'âge du bronze, elle fut à l'origine d'avancées techniques et agricoles majeures, dont la domestication du zébu. Domestiqué ici il y a 9000 ans, le zébu est maintenant omniprésent dans tout le sous-continent indien. Son ancêtre appartient à une variété d'aurochs aujourd'hui disparue, l'auroch indien, bovin sauvage de haute stature, parfois représenté dans l'art pariétal et qui s'est éteint vers 1800 avant Jésus-Christ. La ville de Rakhigarhi recouvre un site archéologique exceptionnel, datant de la période arapéenne. Et c'est grâce à des découvertes réalisées sur les différents sites de fouilles que l'utilisation du zébu dans l'agriculture a pu être mise au jour. Enfouis dans les tumulus de couches sédimentaires accumulées durant des millénaires, on retrouve aujourd'hui encore de nombreux vestiges de cette histoire unique. Au cœur de la cité, l'archéologue Vasen Shinde
recherche les traces de cette histoire originelle entre le zébu et l'homme. On sait que pendant l'âge de pierre, lorsque les hommes étaient chasseurs-cueilleurs et ne pratiquaient pas encore l'agriculture, ils tuaient les zébus sauvages pour les manger. Ce sont les traces de coupe sur les os qui nous permettent de savoir qu'ils étaient abattus. Puis, les hommes se sont installés. Ils ont fait des campements temporaires dans les zones où ce zébu sauvage vivait. C'est ce même animal qui a été domestiqué, alors que le peuple chasseur-cueilleur s'est transformé en communauté agricole. Cette domestication a certainement été facilitée tant l'homme connaissait déjà le zébu sauvage. Et puis, dès le début de la vie sédentaire, jusqu'au début de la civilisation arapéenne, à toutes les périodes, nous avons remarqué que cet animal joue un rôle important dans leur alimentation, leur agriculture et leur système de transport. Le zébu est considéré comme un pilier important des premières sociétés agraires. À partir des données archéologiques, nous pouvons clairement comprendre que le zébu était utilisé pour cultiver la terre. Les zoarchéologues, qui ont étudié les ossements de zébu, ont montré que ces animaux servaient au labour ou à la traction des chars. Certains os de leurs pattes sont effectivement soudés entre eux. Le squelette des ongulés utilisés aux travaux des champs subit des modifications rapides au cours des premiers siècles de leur domestication. Par exemple, au fil des générations, les os des phalanges s'assemblent pour former une seule pièce robuste, résistant mieux à la pression des charges tirées ou portées, qui pèsent sur leur organisme. Pour l'archéologue, les agriculteurs du village jouent un rôle essentiel dans ces recherches. L'impression que nous avons ici, c'est qu'il n'y a pas eu de changement dans le mode de vie depuis 5000 ans. En général, quand je marche dans le village, parfois, j'ai l'impression d'arpenter un village arapéen. Et on peut immédiatement se connecter au passé. C'est très fascinant de voir que même aujourd'hui, les gens gardent toujours le zébu près d'eux. Lorsque nous cherchons à comprendre la vie de ces peuples, nous ne pouvons pas vraiment séparer la vie des hommes de celle des zébus. Quand nous venons faire des fouilles et que nous embauchons les locaux qui nous aident, certains jours nous trouvons des éléments, des preuves, que nous n'arrivons pas à interpréter correctement. Mais ces villageois, eux, peuvent immédiatement dire « Oh, mais ça sert à ça !» On utilise encore ce genre d'objet. Il arrive aussi régulièrement que les villageois découvrent par hasard des objets de l'ère arapéenne. Cette poterie appartient à la culture arapéenne et elle a certainement été utilisée pour extraire le lait du fromage local, le panir. Le trésor de cette villageoise est un ensemble de figurines de zébu, âgées de plus de 3000 ans, sur lesquelles on retrouve la bosse emblématique de l'animal. Les Arapéens ont aimé, ils ont vénéré cet animal. Et cela est fascinant. Et même si nous entrons dans le XXIe siècle, cet animal semble de fait, en Asie du Sud, encore inséparable des êtres humains. Fort de ses atouts et des nombreux avantages qu'il procure aux hommes, le zébu indien s'est très vite imposé au-delà de ses terres d'origine. Grâce à sa bosse aux pouvoirs exceptionnels,
le zébu a su traverser à nos côtés les déserts d'Asie du Sud avant de se répandre vers l'ouest dès le 3e millénaire avant notre ère. Le commerce entre la vallée de l'Indus et la Mésopotamie contribua à répandre la population de zébus jusqu'aux portes de l'Europe. C'est pourquoi on trouve du zébu chez certaines races de vaches italiennes, ukrainiennes ou turques. Et c'est sans doute par voie maritime que ces bovins atteignirent la corne de l'Afrique pour essaimer à travers tout le continent. C'est en Éthiopie, au croisement de ces chemins migratoires dans la vallée de l'Omo, que le zébu a le plus largement été adopté il y a 3 ou 4 millénaires. Les peuples du Grand Rift est-africain étaient déjà des domesticateurs et des cultivateurs avant l'arrivée du zébu. Mais si aujourd'hui leur bétail se compose aussi de chèvres et de moutons, le zébu incarne une dimension culturelle forte. Il est tour à tour objet de fierté, de richesse, mais aussi de rituels au sein des différentes ethnies de la région. Bana, Karo, Mursi, Amar et bien d'autres. Les Bana élèvent leur propre race, modelée au gré des croisements successifs, et qui leur fournit viande et lait. Chaque famille possède son propre troupeau, reconnaissable par son marquage. Quotidiennement conduites à la recherche de pâturage par les jeunes gardiens de la famille, les précieuses bêtes à bosse sont parquées la nuit, non loin des cases des hommes. Car au village, les zébus sont au cœur de la vie des habitants. Nous, les Bana, nous construisons une maison au même endroit que nos bêtes. Les êtres humains et le bétail, nous vivons donc ensemble. Et vivre par et pour le bétail est une grande joie. Nous, les tribus, nous n'avons que des bêtes, nous n'avons pas d'argent. Les gens de la ville connaissent les banques et ils sont éduqués dans cet environnement. C'est pourquoi ils ont de l'argent. Nous, s'il nous faut un fusil, nous l'échangeons avec des bêtes. En plus, dans notre culture, nous donnons une dot à la famille de la jeune mariée. Et le zébu est une part importante de cette dot. Nous connaissons le nom des zébus plus que celui de nos mères. Quand nous les appelons par leur nom, ils viennent vers nous et beuglent. Si nous perdons nos bêtes, nous pouvons les retrouver facilement par notre marque sur leur peau et les entailles sur leurs oreilles. Si nos bêtes partent du village et que vous demandez à quelqu'un s'il les a vues, il vous dira s'il a repéré notre marque. C'est pourquoi j'aime faire marquer les zébus. Ils ne se perdront pas. Mais nous le faisons aussi pour des décorations et des cérémonies. Kotsa est un jeune gardien de troupeau du peuple Bana. Il a sous sa surveillance le troupeau de sa famille qui compte une 60aine de têtes. Il doit veiller à ce qu'aucune ne s'égare quand il les conduit dans les zones les plus fertiles de la vallée de l'Omo. Mais à 17 ans, Kotsa est en âge de se marier et d'avoir son propre troupeau. Il est prêt à devenir un homme aux yeux de sa communauté. Pour cela, il va devoir passer par le Ukuli, un rite qui célèbre le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Pour conquérir son nouveau statut, il devra notamment courir sur le dos d'une dizaine de zébus alignés sans tomber. Kotsa s'y prépare en toute solennité.
Ma famille et la communauté m'ont dit que j'étais assez vieux pour pouvoir faire mon saut de taureau zébu. J'ai hâte. Je dois leur donner la cordelette de l'invitation. Elle porte autant de nœuds que de couchers de soleil avant la cérémonie. Cela signifie que si tu as 10 nœuds, au premier coucher du soleil, mes invités coupent un nœud. Le lendemain soir, un autre. Il en reste alors 8. Et tous les jours, tu coupes un nœud au coucher du soleil. Après avoir coupé chaque nœud, le dernier que tu coupes signifie que le lendemain, c'est le jour de mon saut. Bonjour à tous. Ce sont les invitations. C'est pour vous. Et celle-ci est pour vous. J'attends le grand jour du saut de taureau zébu. Je suis prêt à sauter. Pour moi, le grand jour approche. Après le saut de zébu, quelles sont les choses que je devrais faire? Tu te raseras la tête et tu ne mangeras rien qui soit cultivé. C'est interdit. Tu peux manger de la viande, manger du miel et boire du lait, mais tu ne dois pas manger de la viande d'animaux sauvages. Pas de viande sauvage. Non, elle est sacrée. Après ton mariage, tu pourras manger ce que tu veux. Kotsa, quand vas-tu faire ton saut de zébu? Je n'ai plus que 2 jours pour finir ma préparation. Après-demain, je ferai mon saut. Le jeudi est jour de marché à Al-Douba. Les familles des différentes ethnies de la région s'y retrouvent. Elles vendent ou achètent du bétail, des chèvres, des moutons et des zébus, de toute taille et de toute couleur. Aucun animal ne sera égaré ou confondu grâce aux marques réalisées sur le corps de l'animal. Une foule d'hommes et de bêtes converge ainsi à pied vers la périphérie du village, où se tient chaque semaine la grand-messe des éleveurs. Pour le bien du troupeau familial et du clan tout entier, dont il aura bientôt la responsabilité, Kotsa doit apprendre à choisir les meilleurs animaux. Les conseils de son oncle lui sont précieux. Ce taureau est gros. Il serait parfait pour toi. On peut faire de l'élevage avec ce taureau? Oui, bien sûr. Quel est son prix? C'est 4000 birs. Comment ça, 4000 birs? Pourquoi tu m'en demandes autant? Donne-moi le prix réel. Je vais t'en donner 5 birs. Celui-ci, il est à toi? Oui, oui, celui-ci aussi. Je vais le tenir, prends la corde. Sa corde s'est défaite. Ce taureau est calme et gentil. C'est un bon taureau de ferme. Cette femelle a eu un petit il y a quelques jours. Elle doit avoir du lait. Elle peut nous intéresser. La marque à son oreille ressemble à celle de notre voisin, mais elle est un peu différente. Ça va.
Et le taureau là-bas, t'en penses quoi? Il doit être bon pour l'élevage, mais il a un problème à la patte. Kotsa n'oublie pas l'événement qui s'annonce, et ce marché est l'occasion pour lui de le faire savoir. J'apporte les cordelettes. Ah, vous apportez les invitations? Oui, c'est ça. Alors, tu sautes vendredi? Ouais, c'est bien vendredi. Mais demain, c'est déjà la fête, faudra venir. Vous, les jeunes hommes, c'est la fête que vous attendez, hein? Comme chez de nombreux peuples d'éleveurs à travers le monde, le marché aux bestiaux est aussi l'endroit idéal pour s'équiper en matériel et fournitures d'élevage, cordes, couteaux, récipients et autres tabourets traditionnels. Et bien sûr, pour se retrouver entre différentes ethnies. Ici se croisent des Bana, des Amars, des Hari, des Tsemai. Le marché dure une journée entière. En marge de l'ambiance du marché, se prépare le fameux événement attendu par tout le peuple Bana. Les invités, familles et amis venus parfois de très loin, arrivent au village dès la veille de la cérémonie pour aider aux préparatifs et entamer les réjouissances. Sur le feu, café et vin de sorgho sont préparés pour être partagés avec les invités. Femmes et hommes sont pour l'occasion parés de leurs plus beaux atours et commencent par se rassembler à l'ombre. Le contenu des calebasses est proposé à tous. Les palabres vont bon train, tandis que les zébus observent calmement la scène. Les membres de l'ethnie Bana entretiennent ainsi les liens entre eux et les renouvellent. Car pour ceux qui sont partis vivre en ville, ce rituel est aussi l'occasion de renouer avec leur culture et leurs racines. Grâce à ces zébus, Kotsa va pouvoir poursuivre son entraînement et prendre des forces. Les Bana, comme les autres ethnies de la région, prélèvent le sang de leurs zébus. Ce rite, symbole du lien charnel entre l'homme et l'animal, est pratiqué après une trop faible récolte ou pour se préparer à un événement comme le kouli. Le sang est notre nourriture ancestrale. Mais parfois, il est bon aussi de faire saigner les zébus pour retirer leur maladie. Nous n'utilisons toujours que les gros zébus pour la saignée, pas les maigres. Tu n'as pas le droit de tirer ta flèche sur l'animal d'un autre. C'est interdit de faire saigner le zébu de quelqu'un d'autre. Mais mon frère et moi pourrions tirer sur le taureau zébu de notre père. Vous devez avoir de l'expérience pour boire le sang ou manger les grumeaux de sancaillé. Vous devez faire attention quand vous prenez du sang de zébu. Si vous lui prenez trop de sang, il tombera malade. Vous devez choisir le meilleur animal pour lui tirer cette flèche. Après avoir pris son sang, vous pouvez voir dans ses yeux qu'il tombe de sommeil. Mais quand ils sont habitués, ils n'ont pas mal et ne gardent aucune blessure. Voici venu le grand jour. Les femmes dansent et chantent pour célébrer l'événement, parées de bijoux, la peau et les cheveux enduits de terre et de beurre de zébu.
Les hommes s'apprêtent à rassembler les zébus, sur le dos desquels Kotsa devra courir sans trébucher. Un nombre de bêtes qu'il découvrira sur le moment. Je me demande si les zébus seront nombreux ou pas. Et si je vais y arriver. Penser à ça me rend malade. Toute ma famille est là, et elle sait que j'ai grandi avec ces bêtes. Elle veut me voir sauter plusieurs animaux. J'ai grandi avec ces zébus. Pourquoi alors devrais-je avoir peur d'échouer? Je sais que je vais réussir, mais mon cœur tremble. Mon corps entier a peur. Allez, je peux le faire. Kotsa est maintenant un homme. C'est le crâne rasé qu'il se présente à son zébu fétiche, dont il a désormais pris le nom, Séléamba. Il perpétue ainsi le destin lié entre son peuple, les Bana, et leurs zébus. Un lien qui demeure à ce jour profondément ancré dans leur tradition. Devenu conquérant panafricain, le zébu indien est aujourd'hui présent jusqu'au Sénégal, en Namibie ou à Madagascar. Mais son voyage l'a conduit bien plus loin. Vers 1860, il est importé en Amérique du Sud par bateau. Les colons européens, présents depuis 3 siècles déjà, et peinant à implanter leur bétail, offrirent une nouvelle destinée à l'animal à bosse, qui savait résister à la chaleur, aux maladies, aux parasites et aux insectes. Son succès fut immédiat et retentissant. Et les hommes n'ont eu de cesse de l'améliorer pour l'adapter à ce nouveau continent sud-américain. Avec plus de 180 millions de têtes, c'est ici que la population de zébus est devenue la plus importante. Dans l'état rural du Minas Gerais, au centre du Brésil, le zébu est devenu le bétail roi. Depuis plusieurs générations, son élevage est pratiqué par de grandes familles sur d'immenses propriétés et vise depuis ses débuts à perfectionner les races. Laitières ou à viande, désormais toutes à haut rendement, elles sont devenues l'emblème de véritables dynasties agricoles. Dès leur importation au XIXe siècle, l'histoire des zébus fut liée à celle d'hommes bien décidés à s'installer durablement sur ces terres. Pour leurs héritiers, cette période pionnière, aujourd'hui révolue, est source de fierté et de nostalgie. Renato Miranda Caetano Borges est l'un de ses descendants triomphants. Aujourd'hui devenu fier patriarche, à la tête d'un des domaines les plus importants du Brésil, il a poursuivi toute sa vie le travail de sélection et de diffusion du zébu dans toute l'Amérique latine. J'ai été élevé à la viande et au lait de zébu depuis les premiers moments de ma vie, vivant dans la ferme et partageant avec mes parents la création de l'élevage. Nous suivons nos bêtes depuis leur naissance et tout au long de leur croissance. Nous pouvons dire que nous sommes de véritables éleveurs.
Il existe un lien très fort entre l'éleveur, le troupeau, la ferme, l'environnement naturel et l'environnement familial. Nous nous devons de transmettre ce don de génération en génération. J'ai déjà 2 fils vétérinaires, mais toute la famille participe. Mes petits-fils viennent passer les vacances avec nous. Ils se rendent tous les jours à la ferme. Tout cela, ça se transmet de génération en génération. Traditionnellement, dans notre famille, nous sommes producteurs de races Gir et Nellore. Mais toutes les races zébouines sont fabuleuses. Elles ont les mêmes caractéristiques fonctionnelles de rusticité, de fertilité, de tempérament. Ce sont des choses communes à toutes. Toutes les races zébouines sont importantes pour l'élevage. Le zébu a une peau fine et résistante qui lui procure une meilleure défense contre les parasites. La structure de son appareil reproducteur lui permet de plus grandes performances à la reproduction et également une vie plus longue. Nous avons des zébus dans tous les États du Brésil. Au nord, au nord-est, au sud, au centre-ouest, toutes les régions, tous les États du Brésil ont des élevages de zébus. Et il a une adaptation fantastique. Il se reproduit bien, il produit bien, même sous des climats au-dessus de 40 degrés ou des températures à moins 10 degrés. C'est un animal extraordinaire. Et tout ce que l'éleveur a cherché à conquérir à travers des races zébouines, il l'a obtenu. Ce que l'animal consomme comme aliment a une influence très importante sur son lait et sur sa viande. En plus d'être savoureuse, elle est très saine. Le marché de consommation exige de plus en plus de qualité dans nos produits. Dans la production de viande, plus l'animal est jeune, meilleure sera la qualité de sa viande. Et ici, au Brésil, il y a eu un travail important réalisé sur ces races zébouines par les éleveurs pour améliorer la production de la viande. Aujourd'hui, ce marché mondial de la viande bovine du Brésil est très développé, et c'est certainement grâce aux races de zébus. Également améliorées au fil des générations, les races laitières comme la Gir donnent un lait de plus en plus recherché par une industrie laitière en pleine croissance. Grâce à la génétique de pointe, le potentiel des reproducteurs issus des élevages comme celui de Renato est analysé pour repérer et sélectionner ceux dont l'ADN apportera les meilleures qualités aux prochaines générations. Leurs semences congelées vont transmettre leurs gènes à de nouvelles générations de zébus, toujours plus productifs, plus féconds et plus résistants. Nous avons des animaux destinés à la production de semences. Le Brésil a déjà exporté beaucoup de matériel génétique vers énormément de pays, principalement des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
Le travail des généticiens brésiliens a donc permis de développer des races au summum de leur qualité qui s'exportent dans le monde entier. Quand on mange de la viande brésilienne, c'est bien souvent du zébu. Mais le succès exceptionnel de cette viande est malheureusement à l'origine d'un immense drame écologique. Avec la croissance vertigineuse du nombre de têtes, ce sont des pans entiers d'écosystèmes majeurs qui disparaissent. La forêt amazonienne est peu à peu grignotée par la culture du soja, principale nourriture du bétail toujours plus nombreux de ces grandes exploitations. Pour nourrir l'ensemble du cheptel brésilien, zébu en tête, on produit chaque année 105 millions de tonnes d'aliments céréaliers industriels et 60 millions d'hectares de forêt sont sacrifiés. La plus grande forêt primaire du monde subit ainsi les affres de cette course à la productivité des grands propriétaires. Elle est également saignée localement par des fermiers plus modestes en quête de pâturage et d'espace pour pratiquer l'agriculture vivrière. Heureusement, l'arrivée de nouvelles pratiques fait espérer un retour à la raison. Grâce à elle, l'homme pourrait ne pas avoir à choisir entre l'élevage et la pérennité de la forêt primaire et de sa biodiversité. À Tefé, sur les berges de l'Amazone, l'Institut Mamirawa mène des expériences de terrain avec son troupeau pilote. Cet institut tente de convaincre les propriétaires de petites exploitations comme Otacílio d'adopter leurs techniques. J'ai une passion pour l'élevage de zébus. Je trouve que je suis heureux car c'est l'activité que j'ai toujours voulu faire depuis l'enfance. J'ai étudié et j'ai travaillé dans d'autres domaines, mais je suis toujours revenu vers l'élevage de bétail. Vétérinaire aux fortes convictions, Paula Araujo croit en des élevages de zébus plus respectueux de l'environnement. Paula accompagne Otacílio, qui a décidé de changer ses pratiques en pleine forêt équatoriale. La destruction de l'environnement et la déforestation sont bien réelles au Brésil. Et l'élevage est pointé du doigt, en particulier celui des zébus qui se sont bien adaptés ici. On peut dire que l'élevage est stigmatisé. Traditionnellement, les éleveurs défrichent une zone de pâturage dans laquelle, au bout d'un certain temps, le sol produit moins et l'herbe vient à manquer. Ces mêmes éleveurs ont alors besoin de défricher de nouvelles zones de pâturage. Pour protéger la forêt, Paula propose aux modestes producteurs d'adopter une technique ancienne. Elle consiste à diviser une même parcelle déjà existante en plusieurs espaces pâturés tour à tour. L'intérêt est multiple. Offrir aux graminées le temps de repos nécessaire à leur régénération, améliorer la qualité des sols et réduire l'impact écologique. La technique du pâturage tournant dynamique permet de préserver et conserver les êtres vivants qui existent dans le sol. Les micro-organismes, les petites bêtes, les insectes, ce sont eux qui décomposent la matière organique et structurent le sol pour qu'il y ait toujours de la vie. Les plantes y puisent les nutriments pour bien se développer et offrent ainsi de la bonne nourriture aux animaux. Quand les animaux entrent sur la parcelle, ils mangent d'abord la meilleure partie de l'herbe, qui est la partie supérieure, celle qui se trouve à l'extrémité de la feuille. Nutritionnellement, c'est la partie la plus importante. On laisse les zébus juste le temps qu'ils mangent cette partie supérieure. Puis on procède à une rotation. Ils passent sur la parcelle suivante.
Par ce procédé simple, nous laissons aux plantes le temps de se régénérer et permettons ainsi de pérenniser leur présence sur le pâturage. Le sol se régénère, car le temps que l'animal a passé dans la parcelle, il y a laissé ses urines et ses bouses qui s'y sont assimilées. Il faut ajouter à cela les bousiers qui, par milliers, pendant que nous dormons, enterrent les déjections des animaux. Le sol s'améliore constamment. Il n'y a pas de limite. Et je le constate chaque année qui passe. Avec cette technique, sans avoir besoin de déforester plus, les éleveurs gardent un sol fertile qui produit pour les animaux des aliments de qualité. Cela fonctionne bien. L'éleveur est assuré d'un meilleur rendement tout en préservant le milieu naturel. Après avoir conquis les déserts et plus largement les zones tropicales sur 3 continents, le zébu s'invite maintenant dans une Europe de plus en plus chaude. L'intérêt naissant n'est donc pas lié à son exotisme, exposé jusqu'alors dans nos eaux, mais bel et bien à ses qualités d'adaptation. C'est ainsi que nous le retrouvons dans un cadre plutôt inattendu, le plateau suisse. Le plateau suisse ou Mittelland s'étend du Jura jusqu'aux Alpes. Avec son altitude de 400 à 600 mètres, il y fait d'ordinaire plutôt frais, à peine 7 à 9 degrés en moyenne. On y élève traditionnellement pour leur lait ou leur viande des races de vaches suisses comme la Simmental ou européennes telles que la Limousine. Mais le réchauffement climatique rapide, de près de 2 degrés de plus en un siècle, affecte les aptitudes de ces animaux. Et le résistant zébu commence à attirer l'attention de certains. Il y en a qui ont pensé que j'étais fou et qui ont ri dans mon dos. Ces animaux-là, c'est pas pour la Suisse, tu ne peux rien en faire, ce sont de vrais animaux sauvages. Cette flamme dans mes yeux ne vient pas de nulle part. Je suis vraiment tombé amoureux de cet animal. Et ce sont particulièrement les capacités de la femelle zébu, la zébuette, qui ont converti Hans Rudi. Les caractéristiques qui, pour moi, la rendent spéciale sont qu'elle vèle très facilement, qu'elle est très fertile, évidemment très résistante, et qu'elle tolère bien la chaleur. Et elle a des veaux très sains. Hans Rudi pratique les croisements entre des femelles zébus de race Nellore et nos taureaux européens, mais aussi entre mâles zébus et nos bonnes vaches traditionnelles. Les deux espèces, très proches génétiquement, peuvent se reproduire entre elles. Les petits veaux nés de ces unions expriment les qualités de leurs deux parents: docilité, rendement, rusticité et résistance à la chaleur comme au froid. C'est pour moi quelque chose de très spécial de faire ce croisement. Ces dernières années, j'ai eu plus de succès avec les premières naissances si elles provenaient d'un croisement avec un zébu. Comme le zébu est un animal primitif, les veaux sont beaucoup plus résistants. Dès qu'ils sont nés, ils peuvent déjà marcher et téter. C'est ce que je veux, de très beaux veaux. Je n'aime pas les naissances difficiles qui occasionnent des interventions vétérinaires. Et les veaux sont super beaux. S'ils peuvent naître seuls dans le pâturage, je suis certain à 100% que la femelle est capable de donner naissance à d'autres veaux. J'ai la garantie que ces veaux naissent vifs, tout seuls, sans problème. C'est l'essentiel pour moi.
Depuis, je loue mes taureaux zébus à d'autres éleveurs et désormais, on me regarde moins comme un original. Je suis fier d'avoir pu établir une nouvelle race en Suisse, voire même en Europe. D'après mes informations, il n'y a pas d'autres zébus Nellore en Europe. Quand j'ai commencé, ce n'était pas si important que ça, le réchauffement climatique. Mais maintenant, je me dis que j'ai pris la bonne décision. L'homme est ainsi parvenu à faire prospérer au pied des montagnes un animal du désert. Ainsi va la domestication, aventure culturelle et pont jeté entre les peuples et les civilisations. Mais ce procédé millénaire, s'il se résumait demain à une simple course à la performance, pourrait se retourner contre nous et rompre les liens entre l'homme et l'animal, si patiemment tissés au fil du temps. Face aux enjeux de demain, respecter cet animal unique n'est-il pas une façon de restaurer le précieux lien entre l'homme et la nature, à la recherche de l'équilibre entre sa préservation et notre développement ?